Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous sommes le mardi 4 juin, voici les titres de ce journal. L'armée israélienne torture-t-elle des détenus palestiniens dans une prison clandestine? Les témoignages s'accumulent. Les ONG israéliennes exigent la fermeture du site devant la Cour suprême. Les prix des transports maritimes s'envolent. Ils ont été multipliés par 3 en 6 mois. C'est comme cela qu'avait débuté la crise de l'inflation en 2021. Par 3 fois depuis jeudi, des élèves d'une école primaire de la Marne ont été pris de malaise en se rendant à la cantine. Il s'agirait d'une intoxication au monoxyde de carbone dont on ignore encore l'origine. Ils sont condamnés à perpétuité, mais vient un jour où ils ont le droit de sortir. Patrice Allègre, Guy Georges, le plus du 20h s'est intéressé aux tueurs en série, libérables aujourd'hui. Et puis les commémorations du 6 juin 1944 sont un événement historique qui attire beaucoup de visiteurs. Les commerçants l'ont bien compris, qui multiplient les petits souvenirs à l'effigie du débarquement. Le fait du jour, ce sont les graves soupçons qui pèsent sur une prison israélienne. Un centre de détention clandestin situé sur une base militaire du sud du pays par lequel seraient passés des centaines de prisonniers capturés à Gaza. Ils y auraient subi des violences, des humiliations. Certains témoignages, dont celui d'un médecin israélien, évoquent des tortures. Nos correspondants Agnès Varamian et Ofset Nalbandian. C'est la photo d'un prisonnier les yeux bandés, mains sur la tête, et de détenus derrière des grilles qui ont choqué. Parue dans la presse israélienne, elle révèle l'existence d'un centre de détention jusqu'alors inconnu. Sde Teiman, du nom d'une base militaire dans le sud d'Israël. La voici, au-delà de ces barbelés, des baraquements et des tentes, en fait un hôpital. Ce sont des prisonniers de Gaza, soupçonnés de terrorisme par les Israéliens qui sont retenus à Sde Teiman. Mais la Croix-Rouge internationale n'y a jamais entré. Nous avons rencontré un médecin israélien qui a visité des prisonniers blessés. Il restera anonyme, sa voix a été reconstituée. Dans la tente hôpital, il y avait 2 rangées de 10 lits. Je n'ai pas su qui ils étaient. Ces patients n'avaient pas de nom, mais des numéros à 5 chiffres. Ces blessés avaient tous les mains et les pieds menottés à leur lit. Ils avaient les yeux bandés, ils étaient nus, ils portaient juste une couche culotte. Certains avaient une couverture pour se couvrir. Sollicitée, l'armée israélienne explique que les couches culottes sont réservées aux détenus blessés dont les mouvements sont limités. Que sait-on exactement des conditions de détention à Sde Teiman? Un soldat mobilisé sur la base raconte à des confrères américains comment sont gardés les 600 à 800 détenus. Les prisonniers ne sont pas autorisés à bouger. S'ils bougent, on les met debout, mains en l'air. Et s'ils ne restent pas comme ça, alors on les attache au grillage avec les menottes en plastique. Des Palestiniens relâchés de Sde Teiman et filmés ici à Gaza portent des traces de menottes plus ou moins marquées. J'ai été attaché, j'ai eu les yeux bandés, on ne voyait pas les autres. Aller aux toilettes, boire de l'eau, c'était quand les Israéliens voulaient. Des mauvais traitements ont été dénoncés début avril par un médecin de la base de Sde Teiman qui écrit au ministère de la Défense. Cette semaine, 2 prisonniers ont été amputés d'une jambe à cause de blessures de menottes. C'est la routine ici. Et 2 prisonniers sont morts alors que des soldats les amenaient de Gaza sur la base. Le procureur militaire de l'armée israélienne enquête. Il y a des allégations concernant les conditions de détention au centre de Sde Teiman et la mort de détenus. Nous prenons ces allégations très au sérieux et nous allons y donner suite. Des organisations israéliennes des droits de l'homme manifestent régulièrement aux portes de Sde Teiman. Elles ont sollicité la Cour suprême du pays, qui dira demain s'il faut fermer ou non ce centre de détention d'exception. Alerte à la manipulation, le géant américain Microsoft met en garde la France contre la campagne de désinformation lancée par la Russie visant les Jeux Olympiques de Paris. L'objectif de cette campagne, faire peur, faire monter la crainte d'attentats en diffusant de fausses informations qui ont l'air plus vraies que nature. Explication de Lionel Feuerstein. Hi everyone, it's me, Tom Cruise, the actor. La voix de Tom Cruise, son image modifiée par une intelligence artificielle au service d'activistes présumés russes. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux pour dénigrer les Jeux Olympiques à Paris. La corruption a doucement infiltré tous les recoins du Comité international olympique. Depuis des mois, des comptes anonymes diffusent de fausses informations. Des dizaines de clips similaires, inquiétants, faisant état de menaces.
Sur le réseau X, cette vidéo attribuée à la CIA déconseille aux internautes de se rendre à Paris cet été par peur d'un attentat. Selon la société Microsoft qui vient de publier un rapport, il s'agit d'un vaste programme russe pour influencer l'opinion. Nous avons constaté une augmentation de l'activité russe dans l'utilisation de fausses vidéos. Mais ces derniers mois, ils n'ont pas tant ciblé les élections européennes que les Jeux olympiques de Paris. De l'ingérence numérique aussi, avec ces faux articles en français qui inondent la toile. Les cyberpirates usurpent l'identité de certains médias, RFI, TF1, Le Figaro. Là, cette fausse information affirme que 24% des billets ont été rendus par leurs acheteurs par crainte d'une attaque. Une méthode classique d'intoxication, selon cet expert. L'important pour eux, c'est de pouvoir fournir des tonnes et des tonnes de désinformation ou d'informations qu'ils ont pu collecter à droite à gauche pour que ça soit repris. Ce matin, le porte-parole du Kremlin affirme que la Russie n'interfère pas en France et regrette une campagne russophobe. Ce n'est rien d'autre que pure calomnie. Ces accusations n'ont rien à voir avec la réalité. Selon des fuites de données récentes, les Kremlin Leaks, Moscou consacrerait chaque année des centaines de millions d'euros à son programme d'influence numérique. C'était le plus grand scrutin jamais organisé. Près d'1 milliard d'Indiens étaient appelés aux urnes. Narendra Modi remporte les élections en Inde. C'est la commission électorale qui vient de l'annoncer. L'alliance nationaliste hindoue, menée par le Premier ministre sortant, a obtenu la majorité aux élections législatives. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Une envolée des prix du transport maritime qui entraîne une flambée des prix des marchandises importées. Depuis plusieurs semaines, les navires sont pleins et leurs tarifs augmentent. Ils ont été multipliés par 3 en 6 mois. Faut-il s'inquiéter de voir repartir l'inflation? Chloé Tixier avec Olivier Martin et Jean-Pierre Rivalin. Des chaussures, des vêtements, des jouets. Et si les produits importés d'Asie coûtaient bientôt plus cher? La faute au prix du transport maritime qui prend le large. Cette entreprise près de Lyon vient de recevoir une cargaison d'équipements pour le jardin. Et cette marchandise est arrivée de Chine ce matin, après 2 mois et demi de bateau. De la marchandise qui lui coûte de plus en plus cher à importer, car le prix des conteneurs s'envole. En janvier, on payait un conteneur à peu près 1 800 € en moyenne. On est passé sur mai à peu près à 5 000 €. Une augmentation qu'il va répercuter dans les prochains mois sur ses prix de vente. Ce transat va bientôt être proposé à 109 €, 10% de hausse. Et c'est même encore plus sur d'autres produits. Ça, c'est des bains de soleil qu'on vend à environ 429 €, qu'on va être obligé de passer à 549. Donc ça fait une hausse pratiquement de 30%. On est obligé de répercuter sur le consommateur, on n'a pas le choix. Des prix qui flambent car les armateurs ont augmenté leurs tarifs. Fin d'année dernière, un conteneur de l'Asie vers l'Europe coûtait 1 048 $. Aujourd'hui, c'est 5 270 $. Plus cher car la route est plus longue. Avec les attaques des Houthis en mer Rouge, la plupart des navires ne transitent plus par le canal de Suez. Désormais, ils contournent l'Afrique. Des délais rallongés pour les importateurs, prêts à payer le prix fort pour assurer leur stock. Et ils font tous l'anticipation qu'au mois d'août, ce sera compliqué de trouver des espaces disponibles. À un moment, il y a ce qu'on appelle un pic de demande. Et donc, à partir de ce moment-là, ils se précipitent et ils font ce pari-là qu'au mois d'août, il sera trop tard. Donc, ils anticipent les choses. Selon les experts, la flambée des prix pourrait ralentir à l'automne en fonction de l'évolution de la situation en mer Rouge. Autre moyen de transporter la marchandise, le train, mais je ne vous parle pas du fret, plutôt du transport de colis par des voyageurs. Une start-up propose aux usagers de la SNCF d'effectuer leur trajet encombré d'un paquet supplémentaire contre une rémunération, bien sûr. Mode d'emploi avec Michel Perrier et Frédéric Bonne. Pour faire baisser le prix de son billet de train, cette étudiante a trouvé une solution imparable. En plus de sa valise, elle transporte un colis. À bord de ce Ouigo à destination de Marseille-Saint-Charles. Moi, par exemple, mon billet, je l'ai payé une quarantaine d'euros. Donc là, comme je vais gagner 15 €, franchement, ça fait que ça va être beaucoup mieux pour moi. Aujourd'hui, elle fait le trajet Lille-Marseille. À l'intérieur du sac, des vêtements. 3 kilos maximum sont autorisés. À chaque fois, on sait ce qu'on transporte et on sait que c'est des colis de commerçants. Donc on sait que c'est très sécurisé. Et à chaque fois, c'est fermé comme ça.
Arrivée à Marseille, Méline Flouquet n'a aucun détour à faire. Elle dépose le colis juste en face de la gare. Bonjour, j'ai un colis WePost. Cet hôtel assure gratuitement le rôle de relais colis. Ce système calqué sur le modèle du covoiturage a été imaginé après la crise sanitaire. La start-up compte aujourd'hui plus de 30 000 personnes inscrites et revendique des livraisons décarbonées face au transport routier traditionnel. On est complémentaires, on est une alternative. Il ne s'agit pas de remplacer les grands transporteurs, mais d'être une alternative sur certains trajets où c'est possible d'utiliser notre solution. Pierre-Emmanuel Pérou a créé son entreprise récemment. Il fait plusieurs trajets en TGV par mois. Je viens récupérer un colis WePost. À chaque fois, il les rentabilise en transportant lui aussi un colis. C'est toujours intéressant d'avoir une ressource externe qui nous permet en fait de baisser un peu ce coût-là. On gagne en moyenne 10 € par colis. 10 €, c'est toujours ça de prix sur la fin de mois quand on a des salariés à payer, des charges à payer. La SNCF autorise ce transport de colis mais ne touche aucune commission. L'objectif de WePost est de livrer 150 000 colis en 2024 et d'étendre ses services en Suisse et en Belgique. Et puis notez que dès demain, les jeunes de 16 à 27 ans pourront acheter un passe-rail pour 49 € par mois. Il permet de voyager tout l'été dans les intercités et TER. Faire des économies sur son trajet en train, ça peut aider les étudiants, d'autant qu'ils sont confrontés à une équation impossible. Comment trouver un logement abordable dans les villes universitaires? Certains viennent d'obtenir les résultats de leur affectation sur Parcoursup ou sur Mon Master et se lancent tous au même moment dans la recherche d'un logement. Reportage d'Olivier Poncelet et Samuel Guibou avec notre bureau de Rennes. C'est une course contre la montre. Cet étudiant bayonnais est arrivé à Paris ce week-end. Il doit trouver un logement pour la rentrée de septembre. Première tentative pour un 20 mètres carrés à 817 € par mois. Désolé, cette messagerie est pleine et ne permet plus l'enregistrement de nous. Un meublé de 11 mètres carrés à 900 €. Le répondeur de votre correspondant contient trop de messages. Nouvel essai avec un 19 mètres carrés. C'est studio meublé à louer dans le 5e arrondissement à 880 €. On aura plus mercredi, on vous dira si c'est toujours libre ou pas. Il y a déjà trop de monde dessus? Oui. D'accord. Certains étudiants préfèrent en rire et publient sur les réseaux des vidéos de visite à la queue leu-leu. Dans le quartier latin, quartier étudiant par excellence, les offres de studio se font rares. D'habitude, je tourne sur une moyenne de 12-13 pour le mois de juin. Là, j'en ai que 3, par exemple. Pour ces 3 petits appartements, la bataille s'annonce rude entre les prétendants, presque tous étudiants. Aujourd'hui, j'ai reçu 56 mails. La preuve, regardez, voilà toutes les fiches avec toutes les demandes, etc., qui ont été faites et recensées depuis ce matin. Avec 156 demandes pour chaque annonce, Paris n'est pas la seule ville touchée par cette pénurie de logements pour étudiants. À Rennes, Lyon, La Rochelle ou Caen, la demande dépasse largement l'offre de studio. À Rennes, par exemple, cet étudiant ne sait pas encore s'il sera pris en école de commerce. Mais il cherche déjà pour la rentrée, quitte à payer 3 mois de loyer pour rien. Les annonces, elles sont vite prises par les étudiants et autres. Donc c'est assez compliqué de trouver un logement. Ouais. Vous vous sentez un peu sous pression, là? Un peu sous pression. Son budget est limité. Il cherche donc une simple chambre en colocation. Celle-ci, par exemple, lui coûterait 434 €. L'inquiétude dans un groupe scolaire de Fère-Champenoise dans la Marne après 3 épisodes successifs d'intoxication au monoxyde de carbone. Tout a commencé jeudi. 21 élèves et un adulte se sont sentis mal en se rendant à la cantine. Le même scénario s'est répété vendredi puis hier. L'origine de la fuite n'a pas encore été identifiée. Peggy Moget et Philippe Lagone. Toute la journée, les pompiers spécialisés dans les risques chimiques et technologiques ont sillonné la commune de Fère-Champenoise, traquant le moindre élément qui pourrait expliquer ces intoxications à répétition. Combien ont-elles fait de victimes? Au total, 64. Les premiers malaises sont apparus jeudi dernier. 21 élèves de l'école primaire et un adulte doivent être secourus. Le scénario se répète le lendemain. 22 enfants présentent des troubles similaires. Devant l'école, c'est la confusion. Après le repas, là, elle s'est sentie vraiment pas bien. Elle avait des nausées et puis un peu de difficulté à respirer. Donc elle a été hospitalisée vendredi en fin d'après-midi. Elle est sortie samedi midi. L'école est alors fermée. Hier, les élèves changent d'établissement, ce qui n'empêche pas 19 enfants et un adulte de présenter de nouveaux symptômes. Ces intoxications sont-elles graves?
Les mots sont toujours les mêmes. Nausées, maux de tête, démangeaisons dans la gorge. Des hospitalisations, mais pas de pronostic vital engagé. Tous les malaises ont eu lieu sur le trajet qui mène des établissements scolaires du secteur à la cantine. Les recherches se concentrent donc sur cette zone restreinte. Les pompiers se veulent rassurants. Aujourd'hui, les mesures que nous faisons et les appareils nous indiquent que l'air de Fère-Champenoise n'est pas pollué. Alors comment expliquer ces malaises? Dans un premier temps, l'intoxication au monoxyde de carbone a été envisagée, comme en atteste ce bilan hospitalier que nous nous sommes procuré. Mais la piste n'est aujourd'hui plus privilégiée par les autorités. D'autres hypothèses sont envisagées. Vous pouvez avoir de l'épandage, de la diffusion de pesticides, des pollens. Voilà, tous les polluants qui peuvent être diffusés dans l'atmosphère peuvent entraîner ces phénomènes collectifs. 5 jours après les premiers cas de malaise, ces intoxications à Fère-Champenoise restent encore inexpliquées. Les tarifs des consultations chez le médecin vont augmenter. En décembre, elles passeront chez le généraliste de 26,50 € à 30 €. C'est le résultat de la convention signée entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Aujourd'hui, les tarifs des consultations chez les spécialistes augmenteront, elles, à l'été 2025. Et puis, certains patients âgés bénéficieront désormais d'une consultation longue, payée 60 € et remboursée par la sécurité sociale. Ils ont commis les crimes les plus abjects et ont pour cela été condamnés à la prison à perpétuité. Mais une fois la peine de sûreté atteinte, ils peuvent demander à sortir. Les tueurs en série Guy Georges ou encore Patrice Allègre sont dans ce cas. Ont-ils réellement une chance d'être remis en liberté? C'est le plus du 20h d'Éric Pelletier, Hugo Pufnet et Mortaza Beboudi. Des tueurs en série condamnés à perpétuité, mais aujourd'hui libérables. Et Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Mais aussi Patrice Allègre à Toulouse, l'assassin de 5 jeunes femmes. Ou encore Jean-Michel Jourdain, qui avait enterré ses victimes sur une plage du Pas-de-Calais. Tous ont purgé leur période de sûreté et peuvent donc demander une libération conditionnelle. Comment la justice gère-t-elle ces dossiers sensibles? C'est le plus du 20h. Cédric Volcar a 10 ans. Dernière journée où on a des photos d'elle en fait. Quand en 1993, sa sœur Karine, que l'on voit sur ces images avec lui, est enlevée à la sortie de cette école. Violée et assassinée à Perpignan, elle avait 8 ans. Son meurtrier, Patrick Tissier, un ami de la famille, un récidiviste. Après 30 années de sûreté derrière les barreaux, il est libérable depuis septembre dernier, à 71 ans. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir s'il est heureux, je veux pas savoir s'il est triste, je veux rien. Rien que de savoir déjà qu'il respire, c'est déjà dur. Le frère de Karine Volcar ne veut pas entendre parler d'une libération conditionnelle. Je suis en colère contre la justice. Moi, on m'a appris que perpétuité, c'était jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout se termine. Apparemment, c'est pas valable pour tout le monde. Ou du moins, pas la même définition pour tout le monde. C'est tout le temps les victimes qui prennent la perpétuité. Pour espérer être remis en liberté, ces détenus pour de longues peines doivent déposer une demande auprès de la justice. Certains l'ont déjà fait. C'est le cas de Patrice Allègre en 2019. Son avocat l'a assisté dans ses démarches. On pourrait être choqué par le fait qu'Allègre, et par définition son avocat, dépose une demande d'aménagement de peine compte tenu de l'atrocité des crimes qu'il a pu commettre. Mais il faut quand même savoir que c'est un droit. En tant qu'avocat, je ne désespère pas de l'être humain et je pense que même Allègre, même les tueurs en série sont susceptibles d'évoluer. Derrière les barreaux à jamais ou à l'extérieur, sous surveillance. L'avenir de Patrice Allègre, comme celui des détenus les plus lourdement condamnés, dépend de l'appréciation de leur dangerosité par le Centre national d'évaluation qui examine leur cas. Le détenu est examiné, est évalué pendant 6 semaines par une équipe pluridisciplinaire qui est composée de surveillants, de conseillers d'insertion, de psychologues. À l'issue de ces 6 semaines, il va y avoir un rapport qui va être rendu au magistrat. Dans le cas de Patrice Allègre, voici ce qu'ont conclu les experts. Pas de réel sentiment de culpabilité. Le risque de passage à l'acte pourrait être comparable au risque qui existait avant son incarcération. Le tueur est toujours écroué dans une maison centrale, en Alsace. Dans ces affaires qui ont marqué l'opinion publique,
impossible de faire abstraction de la pression, selon ce psychiatre. On est dans une situation qui est une situation d'émotion et de traumatisme national. Donc la question est, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de certitude, qui va prendre une telle décision avec un tel poids, même si la situation est extrêmement favorable. Une décision qui, selon lui, rend quasi impossible une libération pour ces criminels hors normes. Dans tous les cas, les magistrats ont le dernier mot. Ils ont notamment refusé la libération conditionnelle de Tommy Recco, malgré ses multiples demandes. Le plus vieux tueur en série français a déjà passé plus de 40 ans en prison. Comment effacer la pollution des vieilles usines, des industries polluantes du passé? Dans les Cévennes, au pied de mines à l'arrêt depuis 50 ans, les déchets refont surface. Des métaux lourds se retrouvent dans les sols et rivières et exposent les habitants. Comment gérer cette pollution persistante? Reportage sur un ancien site minier à Saint-Félix-de-Paillers, dans le Gard, de Eva Huin et Christelle Chabot. Des milliers d'hectares, d'un paysage verdoyant au cœur des Cévennes. Mais ici, la nature est empoisonnée. Les communes contaminées aux métaux lourds depuis la fermeture des dernières mines, il y a 50 ans. C'était le garage de la mine, donc un endroit où la mine réparait les camions. Donc, faisait les allers-retours entre le site minier et ici. Cela devait être la maison de ses rêves, entourée de ruisseaux, en pleine forêt. Mais quand Karine Leclerc et son mari décident de construire en 2011, ils n'imaginent pas que leur terrain est chargé de métaux toxiques. C'est juste quelques mois plus tard que plusieurs personnes sont venues nous dire que la zone était polluée. C'était toutes nos économies, c'était notre premier achat. Je crois qu'on a été démoralisé, c'est même pas le mot, c'est catastrophé. On a pensé immédiatement, le réflexe c'est partir. Une maison bâtie à quelques mètres d'une mine de plomb et de zinc, fermée en 1971. L'ancien site se situe entre ces trois communes. Il y a un mois, son dernier exploitant a reçu l'obligation de nettoyer les zones les plus polluées, indiquées ici en rouge. Près de 2 millions de tonnes de déchets ont été laissés ici. Sur cette ancienne zone de nettoyage du minerai, les métaux remontent à la surface, créant des mares d'eau toxiques. On a typiquement une flaque avec ce milieu minier acide, donc avec des pH compris entre 2 et 3. Donc si vous trempez votre main ou si quelqu'un tombe dedans, je dirais risque des brûlures graves, tout simplement. Des sols et des cours d'eau chargés en plomb, zinc, arsenic et cadmium. Des composants dont certains sont officiellement reconnus cancérogènes pour la santé. Cet ancien médecin est un des premiers à alerter sur le danger de ces montagnes de déchets. Ici, le niveau d'arsenic et de plomb dans le sol dépasse de 600 fois les normes autorisées. Laisser ça au vu et au su de tout le monde, où les enfants viennent se promener, jouer au sable, etc., c'est quelque chose de criminel. Les problèmes pour la santé peuvent être considérables. Maintenant, c'est tout le problème du lien de causalité à démontrer entre la pollution, les déchets et les pathologies rencontrées chez les gens. Et ça, c'est malheureusement très difficile à prouver. Dans ces hameaux, les suspicions de contamination sont partout. En 1980, Michel Bourgeat découvre un havre de paix. Mais très vite, sa santé se dégrade, ses cancers l'affaiblissent. Mais jusque-là, aucun lien n'a été établi entre ces pathologies et la pollution minière. Seule certitude, une étude de l'ARS en 2016. Elle révèle que 23% des habitants dépistés présentent des taux anormalement élevés de métaux lourds dans le corps. Ils disent 81,6 microgrammes d'arsenic. C'est un taux qui devrait être à combien? 10. Le taux est de 10. C'est dépassé de 8 fois. Immédiatement, les autorités de santé mettent en place une série de restrictions pour les habitants concernés. Ici, c'est invivable. J'ai pas le droit de faire de tranchées, pas le droit de faire de jardin, pas le droit de manipuler la terre, pas le droit d'avoir un locataire, pas le droit de faire vivre des enfants. Mais j'ai des enfants qui pourraient vivre, qui sont à la retraite, qui pourraient vivre ici. Ben non, ça... C'est ça. Et si on est malade, c'est de notre faute parce qu'on n'a pas respecté ces trucs-là.
Pour nettoyer cette pollution presque invisible, il y a 3 ans, le dernier exploitant du site enfouit déjà 3000 tonnes de déchets sous ses bâches. Il construit une digue pour que l'eau de pluie ne s'infiltre pas dans les sols pollués. Lorsqu'il pleut, l'eau ne traverse pas cette pollution. Donc c'est pour éviter la pollution parce qu'il y avait trop de déchets à transporter, donc il valait mieux la laisser sur place. Ça fait jurisprudence pour la France entière. Donc il faut savoir que toutes les mines où il y a un exploitant, l'exploitant devra nettoyer, enlever ses déchets. Une zone de 3 hectares, encore trop restreint pour les communes polluées. Le Conseil d'État vient d'ordonner à l'exploitant belge Umicore de nettoyer l'entièreté des zones, comme ici, où 45 000 tonnes devraient être retirées par camion. Contacté, Umicore assure que les travaux devraient débuter d'ici quelques mois. Une première en France qui pourrait permettre à d'autres anciens sites miniers d'être nettoyés. J-5 avant les élections européennes et il n'est pas trop tard pour découvrir ce que les candidats proposent pour améliorer le pouvoir d'achat, puisque c'est un des sujets qui arrive en tête des préoccupations des Français. Demandez le programme avec Caroline Motte et Lara Péquez. Le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français devant l'immigration et la santé. Le sujet qui pourrait déterminer leur vote dimanche prochain. Car les électeurs ont été touchés de plein fouet par l'inflation. Dans Demandez le programme, comment augmenter le pouvoir d'achat? À l'extrême droite, Jordan Bardella propose de sortir des règles du marché européen de l'électricité. Je souhaite sortir de ces règles de tarification pour permettre à la France de retrouver un prix français et donc de faire baisser les factures pour nos entreprises et nos concitoyens de 30%. Un chiffre contesté par certains économistes. Marion Maréchal et François-Xavier Bellamy souhaitent aussi baisser les factures d'énergie. Elle en réduisant les taxes, lui en construisant de nouvelles centrales nucléaires. Développer cette énergie, c'est aussi ce que défend la candidate de la majorité. Plus on produit chez nous une électricité à des prix abordables, plus ça a un impact sur la facture d'électricité qui sera maîtrisée pour les Français. À gauche, la France insoumise et les écologistes préfèrent agir sur les prix des produits du quotidien pour lutter contre la vie chère. Nous, on propose de bloquer les prix des produits de première nécessité et bloquer les marges des entreprises agroalimentaires qui se sont gavées au milieu. Baisser la TVA des produits qui sont bons pour la planète, bons pour la santé. C'est ce que j'appelle la TVA verte. Ça toucherait en partie l'agriculture bio. Ça permettrait à tout le monde de gagner un peu plus d'argent, un peu plus de pouvoir d'achat en protégeant la planète et la santé. D'autres candidats se concentrent plutôt sur le logement et veulent s'attaquer au montant des loyers dans les grandes villes. C'est le cas du communiste Léon Desfontaines et de Raphaël Glucksmann. Ce que nous voulons, c'est un plan Marshall pour le logement, pour la construction de logements sociaux abordables en Europe. Ce problème-là, il se retrouve dans toutes les villes européennes. Les candidats n'ont plus que 5 jours pour convaincre les électeurs que leurs propositions auront un réel impact sur leur budget quotidien. Et peut-être ce sujet du pouvoir d'achat sera-t-il abordé ce soir lors du dernier grand débat de la campagne. Ce sera en direct sur France 2. On retrouve Guillaume Darey sur place. Guillaume, 16 candidats pourront s'exprimer ce soir. Oui, Anne-Sophie, au cours de 2 débats. Le premier, avec les candidats qui recueillent plus de 2% d'intention de vote dans les sondages. Le second, avec ceux qui en recueillent moins de 2%. Alors, je vais vous faire découvrir ce plateau. Voici les pupitres derrière lesquels ils seront dans quelques minutes. Ici, ce sera François-Xavier Bellamy, Marie Toussaint, un peu plus loin, Raphaël Glucksmann, ou là, Marion Maréchal. Et chacun des candidats aura regardé sur son pupitre cette tablette qui lui permettra de savoir précisément où il en est de son temps de parole. On sait que c'est extrêmement important dans ces débats. Caroline Roux, elle qui va arbitrer ces débats, sera tout juste derrière moi. Des débats au cours desquels on va bien sûr parler d'écologie, d'environnement, des enjeux économiques et sociaux ou encore de la défense européenne. Quasiment tous les candidats sont là. Ils sont à tout juste quelques mètres de moi, Anne-Sophie, dans les coulisses en train de se préparer. Et on a senti une tension quand ils sont arrivés. C'est normal. Ils n'ont plus que quelques jours pour convaincre les Français de voter pour eux. C'est pour ça que cette soirée s'annonce décisive. Merci Guillaume. Une soirée animée par Caroline Roux avec la participation de nos experts et de ceux de France Inter.
Et à 2 jours des élections vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu à l'Élysée pour évoquer les besoins de l'Ukraine face à la Russie. Il s'exprimera également à l'Assemblée. On attend d'autres chefs d'État pour les commémorations des 80 ans du débarquement, Joe Biden notamment, mais aussi des centaines de milliers de visiteurs. Chez certains commerçants, on voit fleurir magnettes, médailles et maquettes à l'effigie du débarquement. Reportage de Manon Bougot et Jean-Marie Lecartier. Un village qui savoure l'instant. Incroyable. C'est une promenade dans l'histoire. Un village qui célèbre sa libération. Vous avez déjà vu autant de monde ? Non, cette année, je crois que là, on bat les records. Sainte-Mère-Église à l'heure américaine. Sur cette place, des touristes venus du monde entier sont réunis dans une ambiance festive. Une manne financière pour la commune, dont l'histoire retient l'image de ce parachutiste accroché au clocher de l'église. Est-ce que vous avez des drapeaux 80 ans? Non, là j'en ai plus du tout, on a vendu les derniers tout à l'heure. Les stocks s'écoulent à un niveau record dans les boutiques de souvenirs. 5 € le magnète, 17 € ses médailles ou encore 8 € pour ses plaques. Tout ce qui a marqué 80, ça part. La magnète phare de cette année, c'est celle-ci. Et on a 3/4 du stock de partie. La Normandie accueille cette semaine des centaines de milliers de visiteurs. Au 80e. Le D-Day, c'est un business qui prospère. Et pour les domaines privés, il faut savoir attirer la clientèle. Dans ce manoir, scène de combat, grandeur nature. Des spectateurs qui vivent, 80 ans après, la bataille des haies dans le bocage normand. 12,50 € pour y assister. On s'imagine dans un musée un peu ce qui s'est passé, mais là on le voit on le vit réellement, quoi. Des visiteurs qui dépensent à la recherche parfois de sensations fortes. Ici, embarquement à bord d'un authentique avion de la Seconde Guerre mondiale pour une traversée de la Manche sous le feu nourri des Allemands dans la peau d'un parachutiste. Il s'est écrasé et à chaque fois ça fait des boum 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 boum. Comptez 14 € pour vivre l'expérience. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Je sais pas. Pour les jeunes générations, si vous vous contentez de leur montrer le jour le plus long en noir et blanc avec des décors en carton-pâte, ça va pas trop les intéresser. Le mot musée, c'est déjà un mot poussiéreux. Mais à Caen, le directeur du mémorial s'inquiète des dérives possibles des musées vers le divertissement. À quoi joue-t-on? Joue-t-on à mourir? Alors que la tragédie revient au cœur de notre histoire, alors que la guerre est revenue en Europe, pourquoi vouloir jouer à l'histoire? L'histoire est tragique, essayons de la comprendre. La Normandie est aujourd'hui la première destination pour le tourisme de mémoire en France. Et les commémorations commencent demain, à la veille du D-Day, puisque le 5 juin 1944, des parachutistes sont venus préparer le débarquement et Emmanuel Macron leur rendra hommage à Plumelec, puis à Saint-Lô, une ville quasiment entièrement détruite par les bombardements alliés. Certains survivants se souviennent. Marianne Buisson, Fabienne Blévis. 6 juin 1944. Avec le débarquement, l'espoir de la liberté retrouvée. Mais le soir même, plusieurs villes normandes sont bombardées par les Alliés, comme Saint-Lô, presque entièrement détruite, surnommée la capitale d'héroïne. Yves Fauvel avait 6 ans. Ce jour-là, la guerre va lui voler son enfance et sa maison. Où était votre maison, monsieur Fauvel? L'emplacement de la maison de mes grands-parents, elle était pratiquement ici, et nous, on habitait juste en face. On est sortis, et puis après, tout ça, ça s'est écroulé. Le 6 juin 1944, il est 20 h. Sur Saint-Lô, un déluge d'obus largués par les bombardiers américains, puis britanniques. Les bombes qui tombaient continuellement, les gens qui même à côté, on entendait des cris à côté, c'était effrayant, là. C'était dans ma tête de petit garçon de 6 ans, on se souvient de tout. Pour Yves Fauvel et sa famille, commence une fuite éperdue à travers la ville. Et à cet endroit, il y avait un homme qui hurlait, qui avait la jambe arrachée. Qui était là, qui hurlait. C'est le souvenir que j'ai de... Je le vois encore. Il y a 2-3 images comme ça qui m'ont frappé, mais à vie. Vous y pensez encore? Tout le temps, tous les jours. Un petit garçon dans le chaos de la guerre.
J'avais 6 ans, moi je voyais que c'était les bombes qui tombaient, c'est tout ça, c'est tout. Je ne savais pas que c'était des Américains ou des Allemands. Le 6 juin 1944, les Alliés portèrent... Pour les Alliés, l'enjeu est stratégique. Bombarder les villes normandes, pilonner les gares, couper les routes. Objectif, ralentir la progression des renforts allemands vers les plages du débarquement, quitte à tuer des civils. Selon cet historien, la question a fait débat. Certains généraux parmi les plus haut placés ou dans l'état-major d'Eisenhower sont plutôt réticents par rapport à ce bilan humain. Ces généraux obtiennent que des tracts soient largués sur la ville de Saint-Lô pour prévenir les habitants et les inviter à fuir. Malheureusement, à cause de la météo et du temps, ils tombent très loin de leur cible. Par exemple, à Saint-Lô, ils tombent à plusieurs dizaines de kilomètres à l'est de la ville, sur des petites localités. Et les peu de tracts qui arrivent en ville, en fait, les Saint-Lois n'y croient pas. Et le résultat en est qu'à 20h, quand il y a le premier bombardement américain, la majorité de la population est encore présente à son domicile, d'où un bilan qui est terrible. Saint-Lô n'est plus qu'un champ de ruines. Avec ses réfugiés, femmes, enfants qui tentent de survivre. Combien de victimes ? 350, peut-être 500. Aujourd'hui encore, la ville normande n'a pas réussi à identifier tous les morts du 6 juin. Vous avez par exemple ici Haussement. Haussement, eh bien, on ne sait pas de qui il s'agit. Ce sont des ossements qui ont été retrouvés à l'hôpital. Inconnu, le Bouloir. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui a été trouvé dans un quartier qu'on appelle le Bouloir. Il y a des familles qui n'ont été retrouvées que 2 ans après, lorsque on a voulu reconstruire Saint-Lô et on a déblayé et on a trouvé des ossements, des personnes dans les caves. Janine Vérove, avec son association, a tenté de recueillir la parole des témoins. C'était des moments tellement douloureux. Ils ont eu peur, ils ont eu mal, ils ont souffert qu'ils n'ont pas souhaité en parler à leurs enfants. C'est trop dur pour eux de raconter ça. Yves Fauvel a mis 80 ans à en parler. Mais le petit garçon qu'il était n'a pas gardé de ressentiment. Je ne leur en veux pas aux Américains. Hein? Ils nous ont sauvés, au contraire. Vous avez l'impression d'avoir été sacrifié ? On a été sacrifiés, oui. Mais il le fallait. Se libérer des blessures de l'été 44, le travail de toute une vie. Et ne manquez pas jeudi notre journée spéciale consacrée aux 80 ans du débarquement. La rédaction sera mobilisée avec Télématin, puis avec Julien Bugier. À 20h10, je vous donne rendez-vous pour une interview exclusive d'Emmanuel Macron sur France 2 et TF1 avec Gilles Boulot. La flamme olympique avait parcouru les plages du débarquement il y a 10 jours. Elle est arrivée ce soir sur le port des Sables d'Olonne, portée par Armel Lecléache, le navigateur qui doit ensuite l'emmener sur son bateau pour gagner les Antilles. À 51 jours du début des Jeux, intéressons-nous aux sportifs qui attendent depuis des années ce moment olympique et qui se sont blessés il y a quelques semaines. Ils s'accrochent pour ne pas laisser passer leur chance. Jocelyn Debrow et Sarah Lerche. C'est un morceau de résine qui lui colle à la peau, qui lui rappelle cette maudite fracture au poignet contractée au pire moment. Le triathlète Dorian Coninx compte un peu sur son attelle et beaucoup sur sa détermination. Celle d'un athlète capable de s'entraîner à nager avec un seul bras et de battre malgré tout certains de ses coéquipiers à l'entraînement. Il va aussi vite que le moins bon sprinter du groupe, on va dire. Avec un bras. Avec un bras. Mais ça, il ne faut pas lui dire au moins bon sprinter du groupe. Depuis quelques jours, je commence à réintroduire la nage complète, on va dire. Mais par contre, je ne mets pas encore de force parce que ça reste un peu sensible. Et surtout, le but, c'est de ne pas aller chercher la douleur. Des blessures survenues après une chute à vélo. Dorian Coninx s'est depuis remis en selle, mais seul, devant sa fenêtre, pour ne plus prendre de risques, à 51 jours des Jeux. Une médaille olympique, c'est dur à avoir. Donc tout le monde passe par des moments durs. Chacun ses problèmes. Je me soucie des miens et je me dis que ça pourrait être pire. 3, 2, 1. Dans ses rêves olympiques, elle aussi avait imaginé une toute autre musique. Que ça, plus fort, plus fort.
Pour espérer reprendre la perche et gagner sa place pour Paris, c'est son corps que Margot Chevrier doit écouter pour rééduquer au plus vite cette cheville blessée. Il faut se rendre compte que c'est douloureux du matin au soir. Et la nuit, enfin, je veux dire, j'ai pas de douleur si je bouge pas le pied. Sauf que quand on marche, on bouge le pied. Quand on fait du vélo, on bouge le pied. Quand on fait du renforcement, on bouge le pied. Mais quasiment tout ce que je fais, c'est douloureux. Une douleur avec laquelle elle vit au quotidien depuis 3 mois. Depuis cette mauvaise réception et cette fracture ouverte de la cheville. Une très grosse blessure à 5 petits mois des Jeux Olympiques. On se dit sur le moment, ok, c'est bon, c'est mort, parce que je vois mon pied. Il n'y a pas besoin d'être étudiante en médecine pour se rendre compte que c'est cassé. On sait que ça va être compliqué. Par contre, on sait aussi qu'il y a quelques pourcents de chances que ça puisse passer. Margot Chevrier s'accroche à son rêve et franchit les obstacles. 2 mois après la botte, les béquilles, les rallyes en fauteuil roulant, elle peut à nouveau marcher presque sans douleur. Elle devrait reprendre la course dans les prochains jours. Dorian Coninx court lui déjà très vite vers la sélection olympique qui sera révélée demain. Pour lui, les Jeux sont à portée de main. Il a fait durer le plaisir hier, l'emportant après près de 5 heures de match. Finalement, Novak Djokovic, touché au genou droit, déclare forfait pour les quarts de finale de Roland-Garros. Le Norvégien Casper Ruud, qu'il devait affronter, se qualifie pour les demi-finales. Et puis Kylian Mbappé parle pour la première fois de son arrivée au Real Madrid. Au lendemain de l'annonce officielle, il s'exprimait lors d'une conférence des Bleus à la veille d'un match amical. On l'écoute. Ça y est, c'est officiel. Je vais être un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons minimum. Je suis très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Heureux, j'ai jamais été malheureux au Paris Saint-Germain et avec tous les gens qui ont été là-bas, mais il y a des choses et des gens qui m'ont rendu malheureux, bien sûr. Libéré, délivré Mbappé. Si vous voulez tout savoir sur les sources de nos reportages, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le débat décisif des élections européennes en direct. 16 candidats vont s'exprimer. Une soirée proposée en collaboration avec France Inter et présentée par Caroline Roux. Vous retrouverez Alexandra Usan, Canal 27 dans le 23h Info. Demain, 6h30 Télématin et 13h, Julien Bugier. Bonne soirée, à demain.